Intéressés. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Rodriguez, je dirige l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Nous sommes un think tank qui réunit une coalition d'acteurs économiques de l'immobilier et la construction, avec une ambition, accélérer la transition environnementale et si possible concilier différentes thématiques comme par exemple la crise du logement et la réussite de la transition environnementale. Vaste sujet qui va nous animer aujourd'hui, puisqu'on va vous présenter des travaux qu'on a menés sur comment créer du logement autrement qu'en artificialisant. Sujet qui déchaîne les passions. Bertrand, je te laisse. Et d'ailleurs, je pense que l'audience est elle-même déchaînée. En tout cas, on va faire en sorte qu'elle le soit. Bonjour à tous, moi je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi je suis Bertrand Dosseur, je suis en charge de la communication et de la stratégie du groupe Intesia, avec deux marques que vous connaissez peut-être. Codata, on va en parler aujourd'hui, et Explore, des acteurs historiques, n'est-ce pas, de la veille immobilière et commerciale. Petit focus peut-être sur Codata, que vous connaissez peut-être. Codata, c'est un observatoire, je le représenterai tout à l'heure rapidement, mais un observatoire du commerce physique dans les territoires. On est là vraiment pour observer physiquement les emplacements commerciaux, quelle que soit d'ailleurs, je dirais, la typologie du territoire, que ce soit les pieds d'immeubles, centre-ville, les zones d'activité commerciale, les centres commerciaux, les retail parks. Et c'est de ça dont on va parler, je crois, aujourd'hui. C'est justement comment le commerce aujourd'hui se transforme ou peut se transformer, pour peu qu'on le regarde un peu précisément, avec des données qu'on a mis à disposition dans le cadre de cette étude. On ne va pas forcément détailler le menu détail de toutes ces informations qu'on a opérées ensemble. L'idée, c'est vraiment que vous considériez que l'apport de Codata dans l'étude présente, c'est vraiment essentiellement cette donnée exclusive, observée in situ, actualisée. Tous les ans, nos enquêteurs passent sur le terrain pour recueillir l'information. Donc voilà, c'est de ça dont on va tirer la substance. On souhaitait introduire cette conférence en racontant finalement ce qui nous a poussé à mener ces travaux et à cette étude. Bon, je ne vais pas revenir sur la crise du logement qu'on travaille actuellement, parce que j'ai l'impression qu'elle rythme l'ensemble des conférences et des échanges auxquels vous avez pu participer depuis ce matin. Donc je ne vais pas redonner la dégringolade du nombre de logements mis en chantier. L'idée, c'est peut-être de partager trois constats avec vous. D'un côté, on a une crise de logement, et il y a quelques paradoxes et quelques informations intéressantes à partager. Le premier constat, c'est qu'en fait, on a du mal quand même à planifier le besoin en logement, même si on n'arrête pas de dire qu'on n'arrive pas à y répondre. Il y a quelques évaluations, tentatives d'évaluation au niveau national. On a notamment le SDES, qui est un service de l'État du CGDD, qui produit des études assez passionnantes pour essayer d'évaluer le besoin en logement. Ça veut dire quoi un besoin en logement? Puis surtout, le SDES introduit une notion de, en fait, c'est quoi la transition démographique qu'on est en train de vivre, puis donne des ordres de grandeur de, concrètement, voilà le besoin en logement qu'on a. À retenir un chiffre clé, il y aura potentiellement 3,5 millions de ménages en plus d'ici 2050. Il y a eu une actualisation récente de l'étude, il y en aura peut-être un peu plus, jusqu'à 4 millions. En tout cas, ça donne un ordre de grandeur du besoin en résidence principale, mais le besoin en logement, c'est pas que ça, il y a aussi les résidences secondaires, par exemple. Puis il y a aussi des problèmes de mal logés, de non logés. Et ce qui est intéressant, c'est que 95% de ce besoin, ce sera des personnes seules. Donc là, on touche du doigt un sujet qui est, tous les jours, on se dit, mince, on n'arrive pas à faire les 300 000 logements neufs qu'on voulait. Il y a aussi une autre thématique, je dis pas ça pour complexifier le sujet, mais qui est quel est le besoin auquel on veut répondre. Donc quand on fait de la sobriété, on se pose la question du besoin. C'est intéressant de commencer par, il y aura de plus en plus de soit gens qui ont divorcé, une semaine ils sont tout seuls et l'autre semaine ils sont 3, 4, 5, 6, je sais pas combien d'enfants ils ont. Puis on aura des petits papis, petites mamies tout seuls, plutôt des petites mamies, on va pas se mentir. Mais en tout cas, donc voilà, donc c'est un peu ça qu'on essaye de faire quelque part, en termes de qualification du besoin auquel on essaie de répondre. On va avoir cet enjeu auquel il va falloir qu'on arrive à répondre. Ensuite, le deuxième constat, et là je fais un petit pas de côté, on parlait du sujet du logement, mais la consommation d'énergie baisse difficilement en fait depuis 1990 au niveau du parc, au niveau national. Donc là je vous mets les chiffres. Vous avez la consommation d'énergie à gauche depuis 1990, donc on voit qu'en fait elle stagne. Il y a eu un petit truc qui s'est passé en 2020, qui est le Covid, où il y a eu un petit effet rebond, les gens étaient un peu plus chez eux que d'habitude. Puis il y a une tendance baissière depuis la crise énergétique, puisqu'il y a eu un signal prix qui a quand même créé un peu une diminution, mais globalement, on aurait la tentation de se dire, mais que fait l'immobilier? On n'a pas l'impression de voir beaucoup la consommation d'énergie baisser, alors qu'on y passe du temps, qu'on se donne du mal, et on ne voit pas la consommation d'énergie baisser. En fait, ça c'est lié à un phénomène qui est qu'on travaille beaucoup sur l'étalement urbain. En fait, on construit beaucoup. Même si, effectivement, quand on regarde actuellement, on est dans un contexte de crise. Quand on regarde dans le rétroviseur, le parc a augmenté de 37% en termes de nombre de résidences principales pour l'habitat, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Mais pour le tertiaire, c'est 50%. On avait 600 millions de mètres carrés
en 1990, on a 1 milliard maintenant. Donc on passe beaucoup de temps à s'occuper de faire de l'étalement urbain et construire des bâtiments neufs. On passe finalement assez peu de temps à s'occuper du déjà là. Et comme on s'occupe peu du déjà là, tout ce qu'on arrive à faire, ça permet à peine de stabiliser la consommation d'énergie du parc. J'ai fait un pas de côté, mais c'est juste pour nous dire que si on arrive à nous occuper un peu plus du déjà là, à donner envie aux gens d'y passer un peu plus de temps, donc en débloquant les modèles économiques, sur un malentendu, on fera baisser la consommation. Ayons en tête que dans la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'objectif qu'on se donne, c'est de diviser par 2 la consommation d'ici 2050. En 40 ans, on n'a rien fait pour l'instant. C'est juste les chiffres. Donc on sent que si on réussit ZAN, même si c'est très dur, je l'ai en tête, sur un malentendu, on réussira ZEN qui est zéro émission nette. C'est important de raconter un récit qui finalement permet de mieux comprendre, donner de la lisibilité aux différentes politiques publiques. Donc à l'IFPEB, on passe du temps à essayer de créer le désir chez les acteurs économiques et chez les élus de s'intéresser au déjà là et de planifier la valorisation du déjà là. Bref, passer d'un monde où on se disait un nouveau logement c'est un logement neuf, on en a besoin de 300 000, 360, il y a des débats, à un nouveau monde où on a besoin de logements et ces logements ils seront un peu dans le déjà là, puis un peu dans de la construction neuve. En tout cas c'est ce qui nous anime. Et puis quand on regarde le bâti et le foncier, on sait qu'il y a un enjeu de sous-utilisation. D'ailleurs, il y a un ordre de grandeur qui revient, c'est 8 à 10% de vacances. Là, on parle de vacances. La vacance, ça veut dire bail, pas bail. Ce qui veut dire que quand il y a un bail et que le bâtiment est à moitié vide, ça passe sous les radars de la vacance. On appelle ça la sous-utilisation, d'accord ? Vacances, c'est pas de bail. Vous pouvez voir un bail, immeuble de bureau par exemple, et l'immeuble de bureau est à moitié vide. Vous ne faites pas remonter les statistiques, vous n'êtes pas fier de vous, vous n'allez pas dire c'est génial, regardez mon bâtiment est à moitié vide. Donc nous, les stats qu'on récupère en général, plutôt des logiques de c'est occupé, c'est pas occupé, il y a un bail, il n'y a pas de bail. Donc voilà l'ordre de grandeur. Donc on sent que d'un côté on a une crise conjoncturelle du logement qui est assez forte, on a une volonté de stopper l'artificialisation, et on voit que le parc existant nous tend les bras en disant il y a peut-être des sujets de sobriété immobilière et foncière à explorer, mais comme je le dis assez souvent, si c'était si facile et si rentable, ça ferait depuis longtemps qu'on le fait, donc il n'y aurait pas la conférence aujourd'hui puisqu'on ferait déjà tout ça. Donc ce qu'on a essayé d'explorer, c'est si j'étais législateur, je commencerais par où, par quoi, quel est le gisement le plus intéressant. Si j'étais un acteur économique, c'est quoi les critères qui me donneraient envie de me pencher sur le berceau de la régénération du bâti existant, et c'est l'étude qu'on a menée. On a identifié différents leviers, je ne vais pas tous vous les partager, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet sur l'usage. Tout à l'heure, je vous ai parlé de familles monoparentales ou de personnes âgées. C'est intéressant de questionner l'usage des gens, ça va devenir de plus en plus prégnant dans nos pratiques immobilières. Et donc l'usage révèle des problématiques de sous-occupation, évidemment, qui peuvent être explorées. Puis il y a la réorganisation des espaces, par exemple. Ensuite, il y a un sujet de l'usage, appelle-t-il une transformation. Donc là, il peut y avoir une transformation d'usage, comme par exemple les bureaux en logement, on en parle depuis très longtemps. Puis enfin, il y a le sujet du foncier, qui peut être potentiellement sous-utilisé et qui appelle différentes actions. On a décidé de concentrer nos efforts sur trois gisements qu'on a essayé d'explorer, les logements vacants, les bureaux vacants et les zones commerciales qu'on peut densifier. Et la question qu'on s'est posée à l'IFPEB, c'est suis-je capable sur chacun de ces trois gisements de mettre un indicateur commun qui serait un nombre d'équivalents logements 65 mètres carrés comme étant un gisement potentiel. C'est ça qu'on a essayé de faire. C'est ça que notre étude révèle, c'est-à-dire sur ces trois axes, on peut espérer combien de logements qui viendraient répondre à ce 300 000, 360 000 logements par an qu'on essaye aujourd'hui plutôt de construire en neuf. Et donc on a mené cette étude au niveau national. Et on s'est très vite rendu compte que sur les logements vacants, on avait un truc qui s'appelle la base Lovac. Par la taxe, on arrive à savoir, parce qu'il y a plein de taxes, on arrive à savoir si les logements sont vacants ou pas. Les bureaux vacants, il y a 360 000 études dessus, donc on a fini par avoir les infos qui nous allaient bien. Puis les zones commerciales, on n'avait pas grand-chose. Et donc on n'a pas eu le choix, on a dû s'associer. Et on en était très heureux. Voilà l'objet de l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais dès le début, on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à distinguer les gisements, en fait. Parce que sinon, on va balancer des grands chiffres et tout le monde va se dire ouais, mais c'est très difficile. Donc, ne balancez pas des 2 millions de logements, 3 millions de logements. Donc, très vite dans l'étude, on s'est dit qu'il faut distinguer deux gisements. Un gisement qu'on appelle technique, qui est allez, on met de côté tous les freins. Techniquement, voilà ce qui est à notre disposition. D'accord ? Et après, il y a un gisement de marché. On a écouté les acteurs économiques qui nous ont dit qu'il faut regarder les zones tendues, qui nous ont dit qu'il faut faire tourner les bilans. Donc, on les a écoutés. Donc, à chaque fois, je vous présenterai des chiffres. Il y aura toujours ces deux jargonnages. Gisement technique, qui parle plutôt aux législateurs. Voilà, et puis un gisement de marché qui parle plutôt aux acteurs de marché en disant voilà ce qui est peut-être accessible tout de suite. Ça vaut la peine de le regarder. Je vous donne un exemple pour les logements vacants. On a 3,7 millions de logements vacants. En fait, il y en a 1,1 million qui sont vacants depuis plus de 2 ans. En dessous de 2 ans, c'est de la vacance conjoncturelle.
qui est quasi normal dans la plupart des cas. 2 ans, ça commence à être bizarre d'avoir une vacance supérieure à 2 ans. Donc nous, on a estimé dans nos travaux qu'au-delà de 2 ans, commence à être un logement vacant susceptible de retrouver un nouveau preneur. En dessous de 2 ans, ça peut être du conjoncturel. Je passe d'un utilisateur à l'autre, c'est de la vacance, c'est la vie normale d'un logement. Et ensuite, si on zoome sur les zones tendues, parce qu'effectivement, quand on parle de logement vacant, la question qui peut se poser, c'est où sont-ils? Il y a 306 000 logements vacants depuis plus de 2 ans en zone tendue. Voilà, c'est juste une petite illustration des travaux qu'on a pu mener. On lit souvent, il y a 3 millions de logements vacants, qu'est-ce qu'on fout, allons chercher les 3 millions de logements. C'est intéressant, on trouve, de prendre du recul sur le fait que la vacance structurelle, c'est 1 million, et les logements vacants de façon structurelle en zone tendue, c'est 300 000 logements. Formulé autrement, il y a 300 000 logements qui nous semblent accessibles. On est en zone tendue, ils sont vacants depuis plus de 2 ans. Donc on peut quand même espérer un jour réussir à faire quelque chose. Le reste, c'est des logements qui sont potentiellement vétustes, petits, mal placés, donc c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, ça donne les ordres de grandeur. C'est le travail qu'on a essayé de faire pour les logements, les bureaux et les zones commerciales. Et je vous propose que maintenant on parle des zones commerciales. Vous aurez une dizaine de minutes pour poser vos questions. N'hésitez pas. Et pas tout de suite. Pour les zones commerciales, le point de départ, ça a été de se dire, mince, on n'a aucune info. Et donc c'est là où Bertrand rentre en jeu. Bertrand est plutôt Codata d'ailleurs. Parce que c'est pas moi qui concrètement visite les 4700 sites commerciaux, je vous rassure. Voilà, ça c'est la méthode Codata. Hein. Vous voyez notre enquêteur en bas à droite qui physiquement est présent sur le terrain. Appareil photo en main et voilà, avec un relevé systématique du commerce physique présent, pied d'immeuble, je disais centre-ville, zone commerciale, bien sûr, centres commerciaux et retail park. Ça nous amène à documenter 380 000 emplacements France, Belgique et Luxembourg. C'est le périmètre géographique. On va s'arrêter à la France, je crois, aujourd'hui, Christophe. Non, voilà. Mais on a de grandes velléités d'expansion vers nos amis belges et luxembourgeois. Bref, vous comprenez ici que tous les ans, on vient vraiment documenter, observer physiquement le site pour savoir d'une part si le site est actif, est-ce qu'il est occupé, soit par une enseigne ou soit par un indépendant. Et puis, bien sûr, quelle est la nature de l'activité. Ça permet de disposer vraiment d'une base hyper robuste sur l'offre commerciale telle qu'elle elle existe réellement, concrètement, à l'instant T. Alors, on ne passe pas toutes les semaines ou tous les mois, une fois par an à même date, à peu près, ce qui permet d'avoir une stabilité, on va dire, dans l'observation. Il y a un critère, évidemment, qu'on va regarder ensemble, c'est la notion de vacances commerciales, puisque je le disais, on a l'activité, donc on a les pleins et les vides. Et ça, évidemment, que dans les équations de travail qui ont été celles de Christophe et de Thomas, ici présents, et surtout Thomas, évidemment que c'est un indicateur de marché, de vitalité commerciale essentielle, sur lequel on reviendra évidemment. Voilà, donc en termes de data, alors excusez-moi, on va peut-être passer la slide d'après, juste pour vous dire aussi ce que c'est qu'une zone commerciale pour nous. Alors je veux dire, c'est assez simple, c'est celle qu'on considère comme étant une zone commerciale, nous Codata. Voilà. Alors pour vous dire les choses, il n'y a pas vraiment de définition, on va dire, très objective, si ce n'est de se dire, en tout cas pour nous, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un site situé en zone périurbaine ou périphérique, sur une agglo de plus de 25 000 habitants minimum, où se concentre une activité commerciale significative. L'histoire de Codata, elle vient du monde du développement des enseignes. Donc on est vraiment au cœur du business, et on voulait de cette manière-là flécher, documenter vraiment, on va dire, les territoires pertinents pour les développeurs. Voilà, plusieurs critères vont aussi permettre de qualifier la zone. Pour nous, une zone commerciale, c'est une zone qui cumule un total de surface de vente minimum de 10 000 m², un minimum de 25 à 30 points de vente, avec au moins une moyenne surface de 2500 m² au moins, et d'une dizaine d'enseignes dites nationales de référence sur le marché. Bien sûr, il y a quelques dérogations possibles. On se fait un vrai plaisir, en particulier l'été, d'aller voir les zones littorales qui ne répondent pas exactement à ces critères-là, mais qui peuvent présenter une offre commerciale intéressante. Littoral, montagne, voilà des zones à forte densité touristique qui nous intéressent aussi parce qu'il y a de l'activité, il y a du business. Bref, tout ça nous amène à documenter 1603 zones commerciales pour un total de 555 millions de mètres carrés. Voilà. Vous verrez probablement d'autres quantis qui dimensionnent un petit peu cette question de la zone commerciale. On parle parfois aussi d'entrée de ville, c'est pas exactement la même chose. Je ne sais pas si on fait référence à l'étude ICAD que vous avez peut-être vue la semaine dernière,
Voilà, en tout cas, c'est un référentiel qui nous semble robuste parce que documenté et effectivement qualifié de la manière que j'ai évoquée à l'instant. Alors le travail qu'on a mené, c'est qu'en fait on a pris à chaque fois on a étudié un gisement théorique, puis on s'est posé la question de déterminants de marché qui pouvaient faciliter le passage à l'action. De façon très concrète, quelles sont les conditions qui peuvent favoriser la réussite de ces opérations de transformation de zones commerciales. On a identifié 3 paramètres et je vais vous les présenter brièvement aujourd'hui. Il y a un sujet de création de valeur. C'est pas un gros mot, il faut créer de la valeur pour faire tourner des bilans financiers. Et donc on s'est posé la question de quels sont les paramètres clés qui peuvent donner l'espoir de réussir à faire tourner les bilans. Ensuite, il y a un sujet de convaincre, il faut donner envie, c'est un projet multipartie prenante, avec des enseignes commerciales, pas forcément envie qu'on vienne les enquiquiner, et parfois au contraire, ils sont désireuses de passer à l'action et d'être force ouvrière de la transformation des territoires. Puis aussi les propriétaires, et les élus, et les concitoyens. Puis après, il y a l'habitabilité. Voilà. Est-ce qu'on a tous envie d'aller vivre dans la France moche? C'est la question qu'on s'est posée. Enfin, c'est vrai que raconter comme ça, mais je suis pas politicien. Puis on arrive à un gisement et je vais vous partager un peu les différentes étapes. Je ne vais pas vous ennuyer avec les algorithmes qu'on a développés, mais très concrètement, à chaque fois qu'on prend une zone, on fait 3 étapes. On essaie de créer un silo qui permet en fait de gagner de la place, notamment sur les parkings. Et je sais, c'est plus facile à raconter qu'à faire pour ceux qui ont déjà fait des projets de transformation. Mais en tout cas, c'est mathématiquement l'exercice qu'on fait. Ensuite, on essaie de construire des logements sur la surface libérée avec évidemment des hypothèses qui sont liées au PLU de combien d'emprises on a le droit de construire. Puis après, on essaye de faire de la surélévation avec tout un tas d'hypothèses, dont le fait qu'on ne peut pas faire de l'ultra-densification. Il y a des hauteurs max imposées par l'urbanisme. On fait la version rapide. En tout cas, voilà mathématiquement comment on aboutit à chaque fois à un gisement de densification zone par zone. Première étape, on s'est posé la question de que se passe-t-il en zone tendue. Parce que quand on fait du logement, tout de suite, il y a toujours la question zone tendue, zone non tendue. Donc on arrive à un chiffre clé qui nous a quand même un peu sidéré, c'est on est sur 1,4 million de logements théoriques. Encore une fois, on est sur de l'équivalent 65 mètres carrés. On pourrait se poser la question de la taille des logements qu'on fabrique. J'en ai parlé tout à l'heure en préambule sur la notion d'usage, mais on ne va pas mélanger tous les thèmes. Puis ce qui est intéressant de retenir, c'est que 1,4 million de logements T3, c'est 40% du besoin en résidence principale à l'horizon 2050 quand même. Donc c'est pas du tout peanuts. Donc nous, notre message, c'est de dire faut qu'on arrête d'opposer construction neuve et puis régénération de l'existant. Il semblerait qu'il y a probablement une clé de répartition intelligente à trouver entre tout ça. En tout cas, le gisement des entrées de ville, des zones commerciales, semble tout à fait prometteur. Finalement, il y a une zone commerciale sur 3 qui est en zone tendue. Ça nous a fait douter. Donc on est allé sur Google Maps, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub. Puis on a zoomé sur les entrées de ville et puis on se rend compte à chaque fois qu'il y a la ville qui déborde autour des zones commerciales quand même la plupart du temps. Donc ce qu'on avait dans l'imaginaire au début de se dire ah non, en fait, la France moche, c'est loin, c'est compliqué, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait un tiers qui était en zone tendue quand même, l'air de rien. C'est un élément qui est intéressant. Voilà, après on a fait un top des départements, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, je crois que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Puis ensuite on est passé à une étape un peu plus croustillante qui est de se dire mais s'il y a tant de millions de logements disponibles, pourquoi est-ce que tous les matins je vois pas un communiqué de presse en disant encore 500 000 logements créés à tel endroit? Parce qu'il y a des freins, des verrous à lever. Donc nous on a essayé de les comprendre, de les analyser et puis de voir un peu comment ça diminuait finalement le gisement au fil de l'eau. N'oublions pas, si on lève les freins, on peut arriver à 1,4 million de logements en zone tendue, ce qui fait 40% du besoin en résidence principale à l'horizon 2050. Alors, si un élu dans la salle qui se prépare pour les élections municipales, c'est un sujet qui est loin d'être anecdotique. Au niveau aménagement urbain, c'est un sujet qui semble quand même tout à fait stratégique. Le premier critère, encore une fois, c'est pas un gros mot, il faut faire tourner des bilans. Donc on s'est posé la question de quels sont les paramètres de création de valeur quand on fait un bilan, par exemple un bilan de promotion, pour transformer une zone commerciale. C'est des projets mixtes par essence, souvent on est dans des logiques de créer des nouvelles centralités urbaines, donc on a une diversité de produits qui vont être créés, on essaie de recréer la ville du quart d'heure quelque part, mais il est vrai que la création du logement c'est un peu le truc différenciant de création de valeur. Donc on a tenté de rendre simple quelque chose d'assez complexe, on s'est dit finalement si on monitore pour chaque zone commerciale le prix de marché de vente des logements neufs, on a un KPI qui n'est pas inintéressant pour essayer de se dire est-ce que ce projet-là il a une chance de voir le jour ou non. On a un ordre de grandeur qui est ressorti de nos travaux, de nos réflexions. Évidemment, chaque projet est différent, donc il faut prendre le temps de les étudier. Mais on s'est rendu compte qu'autour de 4 000 €, on commence à avoir peut-être l'espoir d'avoir un bilan intéressant qui tourne. Mais 4 000 €, c'est que 15% des zones commerciales. Je reformule, pour 15% des zones commerciales, on a une valeur de marché de vente de logements neufs. On peut espérer plus que 4 000 € du mètre carré, qui semble être un KPI où ça sent bon en termes de rentabilité. On peut espérer que le projet se déboucle. Donc 15%, c'est faible. Mais on s'est rendu compte qu'en dessous, à partir de 2 500 € du mètre carré, là il y a une zone commerciale sur deux, parfois on a des gens qui arrivent à faire déboucler les projets.
souvent on va rentrer dans des discussions pas simples sur des logiques de densification. C'est-à-dire que comment à ISO foncier, ISO problématique de transformation, j'arrive à densifier ma zone, qui est un mot savant pour dire créer assez de logements pour notamment amortir par exemple les charges foncières. Et on le sait tous, la densification, ça nécessite du dialogue avec les concitoyens et puis avec les élus. Donc voilà en tout cas les ordres de grandeur que ça révèle pour la partie création de valeur. La création de valeur, c'est quand même un élément central pour donner envie aux acteurs économiques de s'emparer du sujet. Donc, à retenir, à partir de 2500 €, ça vaut la peine de regarder. Il peut y avoir des quadratures atteintes, mais c'est pas simple. Ça nécessite du dialogue et des études. Et au-delà de 4000 €, on commence à avoir des projets qui peuvent être intéressants. Traduction, si vous avez une zone commerciale sous le nez, n'hésitez pas à regarder ces éléments-là. Ça peut être des paramètres pour vous faire gagner du temps dans les réflexions pour lancer une étude ou pas. Ensuite, le deuxième critère, c'est donner envie d'agir. Et là, c'est pas simple parce qu'il faut convaincre le propriétaire, l'enseigne, parfois c'est une personne. En tout cas, il faut convaincre un jeu d'acteurs de se dire on va s'ennuyer à faire un projet immobilier. C'est chiant de faire un projet immobilier. En plus, ça dure longtemps. On va y revenir tout à l'heure. C'est des projets qui peuvent durer 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc voilà, il faut donner envie, il faut créer le désir, que les gens se mettent en mouvement pour faire ce genre d'opération-là. Donc le premier élément qu'on a essayé de regarder, c'est le sujet de la vacance. D'accord ? La vacance, c'est quoi ? C'est on se rend compte qu'il y a des zones où ça sent pas bon. On commence à avoir une dynamique de vacances. D'ailleurs, c'est la dynamique qui est presque la plus intéressante. Au niveau national, les zones commerciales, c'est 7-8% de vacances. Ça veut dire quoi ? 7,24 s'il te plaît. Ouais, désolé. Les chiffres. Bertrand, les chiffres. Ouais. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des zones où il y a un risque, un jour, peut-être, d'avoir... ce matin, on témoignait avec l'adjoint au maire d'Avignon qui disait moi j'ai des zones où je commence à me demander si un jour ce ne sera pas des friches commerciales. Donc c'est là où on a touché du doigt, il y a peut-être une notion de deuil de valeur à faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut peut-être se dire s'il y a une zone qui est un peu malade, où on commence à avoir une tendance de vacances, c'est-à-dire qu'il y a un truc en train de se passer. La préférence collective de mes concitoyens n'est plus à cette zone, qui est un peu moins désirable qu'elle ne fut par passé. Ça peut être un critère de passage à l'action. Et donc on a monitoré ces critères de vacances pour essayer d'en tenir compte. Et donc on obtient ce critère de vacances qui est tout à fait important. Ensuite, le deuxième, toujours dans la logique de convaincre, là il y a un frein qui est j'ai combien de personnes à convaincre. Donc là c'est la thématique de la dureté foncière. C'est-à-dire que quand on dit on a une entrée de ville ou une zone commerciale, c'est une vision de l'esprit. Dans les faits, il y a plein de parcelles et plein de gens. Donc en fait, on est vraiment sur des projets d'aménagement. D'ailleurs, ce matin, j'ai entendu une conférence où il y avait un élu qui disait maire bâtisseur, oui, mais c'est surtout maire aménageur. On est vraiment sur un enjeu d'aménagement territorial. Et quand vous avez en moyenne une trentaine de parcelles par zone commerciale avec 2-3 personnes à convaincre, c'est des moyennes, chaque projet est différent, on se rend bien compte que c'est des villages gaulois avec plein de gens qui sont sur leurs parcelles. Bon, j'exagère un peu parce que souvent il y a quand même une grande zone commerciale avec un grand parking, qui est un peu le point de départ pour essayer de tenter l'aventure. Mais donc il y a ce sujet de la dureté foncière aussi qui fait que c'est des projets qui sont longs, avec des coûts à porter. C'est ainsi un verrou de marché de se dire qui porte ces coûts. Et c'est pour ça qu'il y a des projets d'accompagnement qui existent aujourd'hui, permettent de passer à l'action, c'est-à-dire on va étudier, on va se mettre autour de la table, acteurs privés, acteurs publics, pour se poser la question de la réussite de ce projet de transformation. Et puis enfin, le dernier critère de marché, c'est l'habitabilité. Et l'habitabilité, bon, c'est pas simple, on n'a pas fait une définition de ce que veut dire une zone habitable, parce que alors là, je sens que je vais me faire jeter des pierres, mais en tout cas, on s'est posé la question de quand est-ce qu'il y a des facteurs où on sent que les gens, ils auraient peut-être envie d'y aller. Bon, c'est clair que quand on voit la ville qui déborde autour, bon, ils sont déjà peut-être, donc on a monitoré le nombre des logements. Des fois, on voyait des logements qui étaient déjà là, donc en fait, on se fait des nœuds au cerveau alors qu'il y a déjà des logements qui sont en train de se faire autour de la zone. Puis on a regardé les transports, on a regardé des contraintes, et j'ai une ligne grande vitesse, les servitudes contraignantes, est-ce que les gens ont envie d'aller vivre juste à côté du TGV. Bon voilà, on a regardé ces paramètres-là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas un vrai argument, quoi. La ville a rattrapé très largement les zones commerciales. 80% des cas, on avait à peu près tout ce qu'on aimerait avoir si on veut se lancer dans un projet de transformation. Après, ça reste la France moche, donc il y a du travail à faire. Donc voilà un petit peu le déroulé de l'étude qu'on a menée. Et je vous propose maintenant quelques enseignements un peu généraux. Il nous restera normalement un petit peu de temps. J'ai toujours pas vu le panonceau qui me dit que je suis en retard. Ah oui, non, faut quand même que j'accélère. Donc quelques enseignements principaux qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Le premier, c'est qu'il y a des nouveaux réflexes à acquérir en fait pour l'immobilier. La transformation qui est à l'œuvre, finalement, c'est passer d'un réflexe de se dire un besoin en logement, c'est un logement neuf, à c'est quoi l'usage, est-ce qu'il n'y a pas de la sous-occupation, de la sous-utilisation. Finalement, c'est un peu ça les modèles immobiliers de demain, ça vaut la peine quand même d'y réfléchir, même si là, il y a un peu une loi de Murphy, on est invité à le faire parce qu'on est en situation de crise. Mais on sent que c'est quelque chose qui se dessine, il va y avoir une recomposition du marché qui sera beaucoup plus territoriale et on va beaucoup plus se poser la question de est-ce que mon foncier et mon bâti sont bien utilisés, bien occupés. Ça va devenir une question cruciale.
Donc il y a sûrement des nouveaux modèles qui vont émerger autour de ça. Puis après, la transformation du bâti et puis la densification, c'est ce qu'on a étudié. Donc ça, c'est le premier enseignement. Il y a des nouveaux réflexes. On commence à avoir des acteurs un peu 2.0 qui se disent comment je peux systématiser cette façon d'appréhender mon métier. Deuxième enseignement, on se rend compte que quand on prend du recul sur les gisements de création de logements en regardant les logements vacants, les bureaux vacants et les zones commerciales, il y a quand même un facteur d'échelle. Les zones commerciales, c'est colossal. C'est normal, on compare des choux et des carottes. Quand vous regardez les logements vacants et les bureaux vacants, on est à ISO foncier. Il y a potentiellement de la surélévation. On en a tenu compte dans nos hypothèses. À chaque fois qu'on pouvait surélever, on surélevait. Alors que là, on ne joue pas dans la même cour. Quand on est sur une zone commerciale, on a un foncier artificialisé avec des coefficients d'occupation des sols. Je ne sais pas si j'aurais d'utiliser le mot COS, mais moi je suis la vieille COS, je dis COS. Qui sont vachement faibles. On avait des 0,3, 0,4. Voilà, des fois on se laissait aller à faire 1, truc de fou. Bon, bref. Donc en fait, on ne joue pas dans la même cour, mais en tout cas, il y a un facteur qui est important. Et puis peut-être un message à retenir, mais je l'ai déjà dit, je sais, je radote. C'est qu'on se rend compte que les zones commerciales, si on zoome sur la zone tendue, potentiellement le gisement c'est 40% du besoin en résidence principale à l'horizon 2050. C'est un ordre de grandeur, encore une fois on est sur les prospectives, donc tout ça il faut le prendre avec des pincettes, mais c'est intéressant d'avoir des ordres de grandeur pour mesurer est-ce que c'est intéressant pour moi ou pas de me lancer là-dedans, parce que finalement tout ça c'est un gisement qui est dérisoire et donc ça vaut pas la peine. Voilà pour l'étude qu'on a présentée. Je remercie Codata qui a été crucial parce que sans données ça aurait été difficile de raconter tout ça. Puis je remercie les équipes aussi qui ont bossé dur. J'ai tenté en très peu de temps de vous raconter ce qu'on avait fait et ce qu'on avait découvert. C'est vrai que c'est surtout mes équipes qui ont travaillé, dont Thomas qui est le premier rang, qui vérifie que bravo Thomas. Merci à vous. Et je crois qu'on a le temps. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on organise un webinaire demain en ligne pour présenter notre étude, à l'issue duquel on enverra le lien à tout le monde, donc ça sera facilement accessible, et donc vous aurez le lien, vous pourrez y accéder. On a 3 minutes ou on a 3 questions? D'accord. Le temps de négocier. Ouais. Est-ce que vous avez fait le distinguo entre le besoin de résidence individuelle avec barbecue et le logement classique? Non, on ne l'a pas fait. Non, parce que je réponds synthétiquement parce qu'il me reste beaucoup de temps. Parce que ça, c'est un besoin en fait. Chez beaucoup de les barbecues, c'est un besoin? Non. J'essaie de comprendre la question. Tu sais que c'est un argumentaire dans les ventes de maisons individuelles. Ouais. Okay, c'est juste ça. Ça peut être un axe. En fait, on est en train de travailler actuellement à la suite. C'est ça la question qu'on pourrait se poser. C'est quoi la suite? La suite, c'est d'avoir un plan. C'est-à-dire que là, on voit qu'au niveau territorial, on invite chaque élu à se poser la question de quel est le gisement de création de logements autrement qu'en faisant comme avant. Et on voit qu'on a réussi à le faire. Donc, on a quelque part bâti un socle qui pourrait être déployé à des échelles territoriales. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Bonjour. Est-ce que vous avez pris en compte dans votre étude les minimums de logements sociaux qui sont... Oui, tout à fait. C'est clair que là, on a évidemment un véhicule naturel, un cheval de Troie naturel pour créer du logement social. Donc en fait, à chaque fois, la première étape, c'est qu'on se posait la question de la capacité de construction. Donc on construisait des mètres carrés. Et ensuite, à chaque fois, on avait une hypothèse de clé de répartition entre logement social, logement abordable et tertiaire divers. Parce que comme je le mentionnais, souvent ces projets-là, c'est des nouvelles centralités urbaines, donc il peut y avoir un cinéma, il peut y avoir d'autres commerces, il peut y avoir un peu de bureaux. Donc à chaque fois, on a pris des hypothèses en travaillant avec des spécialistes qui nous disaient voilà un peu les clés de répartition qu'on pourrait avoir. Donc on pourrait sortir les chiffres de combien on crée de logements sociaux. C'est vrai qu'on l'a pas fait, c'est une bonne remarque, mais on en a tenu compte. Oui, parce que souvent, c'est ce qui fait que le bilan tourne pas. Ouais, ça a le mérite d'être clair. Effectivement, on a identifié ça dans nos travaux. Je ne l'ai pas mis sur une slide, mais c'est un sujet qui est sensible. Ouais. Et on a peut-être le temps pour une ultime question alors. Non, mais je crois qu'il vaut mieux prendre le micro parce qu'il y a un enregistrement en fait, et c'est utile d'avoir les questions. Merci. C'est une étude et un éclairage, je l'imagine, très intéressant pour les élus. On est à quelques mois des élections municipales. Est-ce que vous avez un plan pour pouvoir communiquer et donner ces éléments précieux aux élus, aux associations d'élus à l'aune des élections municipales et communautaires de mars 2026? Très bien, merci. C'est vrai que je ne l'ai pas signalé, mais en fait l'IFPEF c'est un think tank et donc il y a une vocation politique. Donc nous, notre objectif c'est d'influencer de façon concrète, opérationnelle et positive la politique publique. Et donc inutile de dire qu'il y a forcément une intention dans l'étude qu'on mène qui est de donner des clés pour passer à l'action. Nous, on a construit une méthode. Cette méthode, elle est en open source. C'est-à-dire que quiconque souhaite s'emparer du sujet et se dire, moi, à mon échelle territoriale, j'aimerais répondre à la question, je peux faire quoi et quel est le potentiel de création de logement, on a cette méthode-là. Donc là, la suite, c'est qu'on est en train de travailler avec des acteurs privés publics sur
une logique de portage qu'on pourrait faire au niveau territorial. Ça, c'est une histoire qui reste à écrire. En tout cas, on a la méthode, on sait le faire. Donc les élus peuvent s'en saisir d'ores et déjà. Je rajoute aussi une petite parenthèse, complément. On va aussi, chez Codata, opérationnaliser cette donnée. Là, on a une vision très consolidée, niveau études. Dans nos solutions, on peut descendre à la maille, évidemment, zone, actif, etc. Donc l'idée, c'est aussi bien sûr que tous les acteurs, nos clients, les premiers, j'imagine, promoteurs, enseignes, aménageurs, bien sûr quelques collectivités aussi, puissent retrouver ces indicateurs dans des environnements, on va dire, opérationnels. Voilà, c'est tout l'enjeu aussi pour nous de travailler ensemble des hypothèses métiers qu'on fait redescendre de façon très opérationnelle dans des outils.